Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Édouard VII, un roi anglais made in France. C'est le titre du nouveau livre de Stephen Clark et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son auteur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Édouard VII est sans doute de tous les souverains d'Angleterre celui qui aura procuré la meilleure surprise à l'Europe en tout cas, puisque le fils de Victoria, que tout le monde prenait pour la cinquième roue du carrosse, s'est révélé en vérité un grand roi. Et vous allez donc nous raconter ses virées à Paris à l'époque où il était encore prince de Galles ? Oui, l'époque où le monde parisien et le demi-monde, disons-le, l'avait surnommé Bertie, c'était le noceur, on l'avait surnommé le roi de Paris. Après quoi, toujours en compagnie de Stephen Clark, nous irons nous promener à Breteuil, que connaissait bien Édouard VII, et oui, il a écrit lui-même une grande page de l'histoire, puisque c'est là qu'est née l'entente cordiale. Il existe, vous savez, une vraie nostalgie en ce moment de ce que les Britanniques appellent l'époque édouardienne. Alors, le feuilleton Downton Abbey n'y est peut-être pas pour rien, mais je pense qu'effectivement, c'est une époque qui fait du bien à l'âme. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. L'élégance, la mode et le sport, la musique, et vous l'entendrez tout à l'heure, les cigares, la gourmandise, la jouissance. Voilà ce à quoi on associe souvent Édouard VII, ce roi d'Angleterre bon vivant, bienveillant, qui a régné pas très longtemps, somme toute, surtout après le règne absolument interminable de sa mère. Lui a régné de janvier 1901 à mai 1910, c'est-à-dire au tout début du siècle, avant bien sûr la Première Guerre mondiale, dans ce qu'on appelait de ce côté-ci de la Manche, la Belle Époque. On se souvient de cette décennie édouardienne comme d'une période heureuse. Elle aura été, pour les gens fortunés en tout cas, le beau temps des déjeuners au Bristol, des concours d'élégance à Epsom, des promenades à Hyde Park et des concerts d'Elgar, vous savez, au Royal Albert Hall. Mais lorsqu'on évoque Édouard VII, on oublie parfois une chose, ou plutôt on oublie un endroit. C'est ce qui a été sa deuxième patrie d'une certaine manière, et c'est Paris. De la France et de Paris, ce futur roi d'Angleterre était tombé amoureux. Avant de monter sur le trône, il a passé, on peut le dire, une grande partie de son temps à papillonner entre le Moulin de la Galette, les Folies Bergères, les Champs-Élysées, la place Vendôme et, disons-le, tous les recoins bien licencieux de la capitale française. Il était prince de Galles à l'époque et tout le monde disait, vous savez, le prince de Galles était devenu une figure familière aux Parisiens. Si vous avez vu le prince de Galles, il est habillé comme le prince de Galles, disait-on, etc. C'est lui dont on parlait, ce Bertie. Et pour ceux qui connurent l'immoralité de son style de vie, nous dit Stephen Clark, Dirty Bertie. Coqueluche des milieux français anglophiles, on peut dire qu'il a appartenu à cette espèce, peut-être pas si rare que ça, mais relativement comptée tout de même, des Anglais francophiles. On peut dire qu'il a été le plus français des rois d'Angleterre, le plus parisien des londoniens, le plus froggy des roast beef. Comment est né cet amour de la France ? En fait, ça remonte à loin, ça remonte à son enfance, lorsque le prince de Galles, qui subissait les affres d'une éducation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était austère, vous imaginez quand vous avez comme père le prince Albert de Saxe-Cobourg, qui n'est quand même pas un rigolo. C'est pas la fête. Et comme mère, la reine Victoria en personne. Oui, en effet. Voilà, j'ai pas besoin de vous d'en dire austère. beaucoup plus. Il est né à Buckingham en 1841, le jeune Bertie, Albert. Et le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est Édouard VII, mais en fait il est Albert, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a reçu une éducation assez rigide. L'enfance de Bertie avait été une longue période d'oppression albertienne. Voulant faire de lui un prince anglo-allemand parfait, son père l'avait assujetti à un régime de discipline, de solitude et de violence, nous dit Stephen Clark. Avec l'aval de Victoria, Albert chargea toute une série de précepteurs de former l'enfant ciseau
6 heures par jour, 6 jours par semaine, de lui apprendre l'allemand, le français, le latin, l'arithmétique, l'histoire, surtout royale évidemment. Pour le soustraire aux influences immorales, Bertie fut tenu à l'écart des autres enfants, hormis sa fratrie la plus proche. Le prince Albert exigeait des précepteurs de Bertie qu'ils empêchent le garçon de s'abandonner à sa négligence et sa fainéantise, c'est le père qui parle, de se prélasser dans des fauteuils ou des sofas, de traînasser sur son siège ou d'adopter des attitudes malséantes, les mains dans les poches. Quand le garçon frustré se rebellait en trépignant ou en cassant tout, nous dit Stephen Clark, Albert le fessait copieusement. Bref, l'esprit et le corps du jeune Bertie furent soumis à un régime d'échec et d'humiliation. Or, voici qu'alors qu'il a 13 ans, on propose à ce jeune garçon d'accompagner ses parents, donc Victoria et Albert, en France dans le cadre de la célèbre visite d'État de l'été 1855. Vous imaginez sa joie déjà à l'idée de faire partir de ce voyage. C'est toute une équipée, c'est la moitié de la cour qui s'en va, c'est très impressionnant. C'est une perspective qui l'enchante, bien sûr. Il s'imagine déjà outre-Manche dans cette terre qu'il s'imagine paradisiaque avant même de la connaître, loin de l'Angleterre puritaine si vous voulez. Or, le voyage ne va pas le décevoir, il le marquera à jamais. En arrivant en France, tout de suite, le jeune garçon est subjugué par l'atmosphère de ce qu'on appelle de ce côté-ci de la Manche la fête impériale. On est à l'époque de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. On s'amuse beaucoup, on danse, on rit, on chante. Il faut vous dire que Napoléon III vient juste de se marier. L'impératrice est encore jeune, amoureuse, heureuse. La cour est brillantissime. Il y a beaucoup de gens très riches à cette cour. Bref, rien à voir avec ce qu'on connaissait à Buckingham. Les Tuileries, c'est le bonheur et ce petit garçon est dans un état de quasi-extase. Napoléon III et Eugénie donnent en l'honneur de la reine d'Angleterre des bals très somptueux, dont un à Versailles qui éblouit littéralement le jeune Albert-Édouard. Le point d'orgue, c'est évidemment la promenade en tête-à-tête avec Napoléon III sur les terrasses du palais des Tuileries. Il est heureux cet enfant, il voit une ville qui a l'air de s'amuser par rapport à ce qu'on connaît à Londres. Tout est relatif bien entendu, et il aurait dit-on, l'adolescent se serait tourné vers l'empereur des Français en lui disant « Vous avez un très beau pays, j'aimerais être votre fils ». Bel hommage. Alors, d'ailleurs, l'impératrice à cette époque est enceinte et elle donnera naissance peu de temps après au petit prince impérial. Alors, Albert-Édouard a vu dans la France tout de suite une terre de plaisir et c'est l'image qu'il va désormais accoler à ce pays, même si c'est une image sans doute un peu fantasmée. 7 ans plus tard, en juin 1862, il revient en France, il a 20 ans maintenant, et alors là, cette fois, il est en âge de goûter au plaisir de la France. Deuxième séjour pour le prince de Galles, reçu de nouveau par Napoléon III et par l'impératrice au château de Fontainebleau. Le couple sait recevoir, vous savez, chez Napoléon III, on était vraiment reçus. C'était ce qu'on appelait le grand art de vivre à la française. Beaucoup de fleurs, beaucoup de grands dîners, de la musique en permanence. On s'amuse, on s'étourdit avec des femmes merveilleuses. Mélanie de Bussière, qui est une grande amie de l'impératrice Eugénie. La petite fille de Caroline Murat, Anne Murat, qui est là. Et puis Léonora, épouse du banquier et baron Alphonse de Rothschild. Bref, que de jolies plantes, si je puis dire, pour agrémenter cette serre de Fontainebleau. On ne sait pas bien si Bertie s'invita aussitôt dans les suites de ces nobles françaises, nous dit notre auteur. Cet été-là, à Fontainebleau cependant, il était le deuxième par le rang et il dut avoir l'embarras du choix parmi les femmes disponibles. Il avait 20 ans en plus. Au total, le bref séjour de Bertie à Fontainebleau en juin 62 devait être une expérience incroyablement libératrice. Il était à peine adulte, les femmes les plus charmantes, les plus spirituelles d'Europe étaient déjà là à sa disposition. Il va bien falloir rentrer à Londres quand même, retrouver la pression des parents. Le retour à la réalité. Le prince de Galles va épouser une princesse de Danemark, la princesse Alexandra, une jolie femme rêveuse, toujours en retard, disait-on. Ça l'a d'ailleurs exaspéré toute sa vie, le pauvre Bertie. Les Anglais adoptent cette princesse danoise. Ils vont l'aimer, et je pense d'ailleurs qu'ils seront bien payés de retour, car c'est sans doute une des reines d'Angleterre qui a le plus aimé son peuple. Mais évidemment, pour Bertie, elle est trop sage, et puis il y a tellement de tentations, vous imaginez. Son biographe anglais Gordon Brooke Shepherd nous dit que Bertie transforma rapidement Alexandra en l'une des têtes couronnées les plus courtoisement, mais les plus implacablement trompées.
Elle porte des cornes énormes, la pauvre chérie. Et dans Londres, bien sûr, on commence à ragoter. On parle des fréquentations nocturnes de ce prince qui fréquente les clubs de gentlemen et toutes sortes de lieux grivois. On s'offusque, bien sûr, de ces frasques. La bonne hypocrisie victorienne, vous savez. Et évidemment, dès qu'il peut désormais, le prince de Galles va traverser le Channel. Il va revenir dans ce qui est devenu sa capitale d'élection, celle selon son cœur, Paris. Un extrait de Salut d'amour, la pièce musicale composée par Edward Elgar sur Europe 1. Nous sommes au cœur de la vie d'Édouard VII, qui avant de devenir roi d'Angleterre en 1901, nourrit une véritable passion pour la France. Vous venez de nous le raconter. Il est amoureux de Paris. Alors en cette deuxième moitié du 19e siècle, Franck, quel est l'état des relations entre la France et l'Angleterre ? Ne parlons pas des choses qui fâchent. Aïe. Les relations s'améliorent, elles se réchauffent un peu, disons-le. Vous savez qu'on a eu comme ambassadeur en Angleterre un certain Guizot, qui était très anglophile, qui a beaucoup œuvré à ce rapprochement, et il y a eu la première visite d'État de la reine Victoria, enfin c'était pas une visite d'État à l'époque, c'était une visite officielle au château d'Eu, donc dans la propriété privée du roi Louis-Philippe, et puis donc cette deuxième grande visite d'État, celle-là, en 1855, chez Napoléon III. Entre-temps, Louis-Philippe d'un côté, Napoléon III ensuite, avait rendu la politesse à la reine Victoria. Tout ça allait bien, jusqu'à ce qu'après, à partir de 1871, évidemment, ce soit la République qui s'installe en France, et ça ne plaît pas du tout à Victoria. Les relations sont fraîche et courtoise, disons. On peut pas dire que la grande compétition coloniale entre la France et l'Angleterre facilite les choses. Rappelez-vous la crise de Fashoda, évidemment, en 1898. C'est Édouard VIII, une fois devenu roi d'Angleterre, qui va sortir son île, si je puis dire, de son splendide isolement et donner naissance à la fameuse entente cordiale de 1904. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Revenons, on en a parlé de l'entente cordiale déjà avec Stephen Clark, bien sûr. Revenons aux années 1860 et 1870, lorsque le futur Édouard VII est encore seulement prince de Galles et qu'il passe beaucoup de temps à Paris. Il est la plupart du temps à l'hôtel Bristol, dont il va faire un hôtel mondialement célèbre. On parle encore des frasques du prince de Galles aujourd'hui au Bristol. En arrivant, il demande à voir, je cite, la liste des gens de passage au cas où s'y trouverait une de ses connaissances, surtout féminine. Bah oui, bien sûr. Après quoi, le prince épluchait le courrier des théâtres, le magazine des programmes si vous voulez, et choisissait la pièce, l'opéra ou la comédie musicale qu'il désirait voir dans la soirée. Il fréquentait autant les coulisses que la salle, inutile de vous dire. Il s'encanaille à Montmartre, on le voit sur les grands boulevards. Il est vraiment... il est très simple, il est très populaire, ce prince de Galles, qui n'en est pas moins toujours d'une très grande élégance, et d'une très grande dignité en public. Il fréquente les cafcons, on le voit au Café des Ambassadeurs à l'Alcazar d'été, vous imaginez ça? On n'imagine même pas à l'époque le président de la République française ou une personnalité importante aller dans ces lieux. Et bien lui, si. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup parler, vous l'imaginez. Stephen Clark cite James de Chambrier. Le tout Paris connaissait ses poignées de main, son clair regard, son beau sourire. Habile à manier la parole, la plume et les cartes, il s'était créé dans tous les milieux des amitiés solides. Eh bien, dans ce Paris qu'Albert-Édouard aime fréquenter, ce Paris des cafcons et des cocottes dans les maisons hospitalières, n'est-ce pas, s'instaure une sorte de climat
de frivolité dans le meilleur sens ou de libertinage dans le pire. Parmi les maisons closes que notre futur souverain va prendre l'habitude de visiter, il y a le fameux Chabanais qui va devenir une véritable institution dans les années 1880 et le prince de Galles deviendra un habitué de la chambre hindoue, célèbre pour sa baignoire de cuivre rouge qu'il fallait remplir de champagne et surtout son fauteuil d'amour, le fauteuil Édouard VII. Il y a quand même du jeune public à l'écoute en ce moment, oui, donc je n'entrerai pas dans les détails. Ouais. Bien. Alors, il ne faudrait pas imaginer que le prince de Galles ne vienne à Paris que pour la gaudriole. Il cultive dans la capitale française un certain nombre d'autres relations. On le voit dans le meilleur monde. Évidemment, les grandes duchesses du Faubourg sont ravies de l'avoir chez elles. Vous imaginez bien, et on le trouve chez la princesse de Chimay, chez le marquis de Breteuil. Et donc, c'est au château de Breteuil que seront plus tard organisés les principaux entretiens qui donneront naissance à l'entente cordiale. On en parlera tout à l'heure avec Vanessa. Alors, la classe politique française apprécie bien sûr ce prince qui passe son temps à Paris. Au tournant des années 1870, il est, ça c'est assez amusant, très proche du milieu royaliste, ai-je besoin de le préciser, mais très proche aussi du milieu bonapartiste et en très bon terme avec un certain nombre de grands politiciens de la République. Donc tout le monde l'aime bien, cet Albert-Édouard, qui va quand même se rapprocher spécifiquement du comte de Paris, le prétendant au trône que Louis-Philippe avait laissé vacant. Il s'est passé tellement de choses depuis. Il cultive ses relations avec des amis de la cour de Napoléon, qu'il reçoit d'ailleurs chez lui à Marlborough House. Et puis après la Commune, donc, il rencontre Adolphe Thiers, se lie d'amitié avec le duc de la Rochefoucauld-Bisaccia. Bref, il rencontrera Gambetta. Quand je vous dis, tout le monde le trouve sympathique. Inutile de vous dire que tout ça ne fait pas du tout plaisir à la chancellerie et encore moins à la reine Victoria qui s'inquiète. Ah là là, mais qu'allons-nous faire de ce Bertie? Quel malheur pour elle de voir ce fils à la vie débridée devenir de plus en plus français. Ah, ça dans la bouche de la reine Victoria. C'est ce que disait la reine Victoria, que la France serait belle sans les Français. Bon. Ce prince anglais qui aurait dû devenir victorien, nous dit Stephen Clark, avec tout ce que cela suppose de cécité, d'hypocrisie et d'abnégation, était devenu parisien de cœur. Victoria, sa mère, en était naturellement horrifiée. Elle n'avait aucune envie de voir la vieille Angleterre dirigée par un playboy immoral qui gaspillait son temps à jouer comme erré et courir la prétentaine sur le continent. Allait-elle vraiment léguer son trône à un Français? Sa réprobation du mode de vie de Bertie la rendit plus déterminée que jamais à écarter ce fils dévoyé des affaires de l'État, ce qui ne fit que le replonger dans les bras des prostituées et des actrices parisiennes et le rendre encore un peu plus français. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire d'Édouard VII et de son amour pour la France. Alors si vous avez des questions à poser à Franck Ferrand et son invité Stephen Clark, n'hésitez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook au cœur de l'histoire et Twitter comme d'habitude avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Édouard VII et de son amour pour la France. Un amour pour la France qui inquiète la reine Victoria et pourtant il continue de venir en France vraiment, et d'aimer la France. Et les Français lui en savent gré évidemment puisqu'il fait maintenant tellement partie de la vie mondaine parisienne à la belle époque que on adopte ses façons d'être, ses façons de s'habiller. Il faut vous dire que le prince de Galles est d'une élégance absolument extraordinaire. Il prête une attention sans mesure au code vestimentaire, sa collection d'habits, d'uniformes, de décorations est absolument immense. Il va jusqu'à lancer des modes. Vous savez, le fameux croisé Prince de Galles, le tissu Prince de Galles également, cette espèce de tissu à carreaux. Et puis, bien sûr, l'ourlet Prince de Galles. Alors, ça ne vous concerne pas trop, ça, mais quand vous allez chez le tailleur et que vous êtes un homme, on vous dit, vous voulez un ourlet Prince de Galles, ça veut dire que l'ourlet est fait à l'extérieur du pantalon, il remonte un peu. Ben ça tient à une anecdote. Un jour, en rentrant des courses à Paris, le Prince de Galles avait le bas de pantalon mouillé, il a retroussé ses pantalons simplement. Et voilà, il a lancé une mode. Et voilà. Comme quoi. Voici ce que nous disent Dominique et François de Gaume. Lorsqu'il est un jeune homme de son époque souffrant du conformisme victorien,
il lance définitivement la silhouette moderne pantalon et veston. Pour les soirées, il se fait faire dès 1860 le premier smoking qui remplace l'embarrassant habit à queue de pie appelé tuxedo aux États-Unis ou dinner jacket en Grande-Bretagne. C'est une tenue pour fumeurs sans basque, risquant d'être brûlés par les cendres et inconfortable aux tables de jeu. Tellement pratique de s'asseoir avec cette veste courte. Le smoking était considéré comme un vêtement très relâché et en même temps très élégant. Et ça, c'est grâce ou à cause de Berthier. Au fil des années, la physionomie du prince s'est quand même nettement arrondie. C'est un grand mangeur. On dit qu'il fait 5 repas plantureux par jour. Donc il est quand même d'un embonpoint de plus en plus impressionnant, à tel point qu'on commence à surnommer ce noceur au large cigare Tom Tom ou gros bide. En raison de cet embonpoint, il prend l'habitude de ne pas boutonner le dernier bouton du gilet. Eh bien, allez hop, et voilà, une mode. Ça vient de là aussi. En 1881, alors que le prince de Galles rencontre Gambetta, il s'étonne de la démarche lourde, vulgaire du français, alors que lui-même a l'habitude de placer l'élégance au-dessus de tout. Il dira de Gambetta: il me paraît si vulgaire d'allure et d'une tenue si négligée que je me disais, est-ce là l'homme qui a trouvé le moyen d'exercer une fascination irrésistible sur les foules? Il reconnaîtra pourtant avoir été séduit par l'admirable lucidité de l'intelligence de Gambetta, la largeur de ses vues, le charme si prenant de son éloquence. Le 22 janvier 1901, la reine Victoria, j'allais dire enfin, ce n'est pas gentil, rend son dernier souffle. Le prince de Galles, qui a tellement attendu pour devenir roi d'Angleterre, après tout il était roi de Paris, il s'apprête enfin à devenir le souverain du Royaume-Uni. Il a quand même 59 ans. Bonjour Stephen Clark. Bonjour. J'ai raconté la jeunesse parisienne du prince de Galles. Avec vous, nous allons parler de sa maturité londonienne et de ce règne que les Anglais n'ont pas peut-être toujours apprécié à sa juste valeur. Vous me disiez avant que commence cette émission que de l'autre côté de la Manche, on n'était pas persuadé de la valeur du règne d'Édouard VII. Oui, une des raisons pourquoi j'ai écrit Édouard VII, un roi anglais made in France, c'est parce que ces biographes anglais sont un peu victoriens, ils sont un peu moralisateurs sur sa jeunesse soi-disant perdue. Mais pour moi, cette jeunesse, vous l'avez bien expliqué, ça l'a formé comme homme, ça l'a transformé d'un garçon complètement coincé, réprimé, en l'homme le plus sociable de l'Europe, qui aimait tout le monde, qui allait partout, et c'était... Alors, il ne faut pas se tromper, évidemment, sur les préjugés qui restent bien ceux de son pays et de sa caste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des idées assez arrêtées sur les gens et les choses. Il ne faudrait pas croire qu'Édouard VII était béni oui-oui. Ah non. Il fallait bien respecter les protocoles. D'ailleurs, personne n'osait l'appeler Tom Tom devant lui. et son surnom Dirty Bertie, genre un peu sale, Dirty Bertie, le jeu de mots. Sale Albert. Oui, mais ça c'était la presse, personne n'osait l'appeler comme ça. Mais oui, il fallait respecter les politesses et les protocoles, montrer du respect pour lui, mais une fois que ça se faisait, il était à l'aise avec tout le monde. C'est vrai. Mais donc, quand il devient roi, en fait, il est le produit de cette jeunesse que les biographes anglais désapprouvent, comme sa mère. Sa mère qui disait, il est totalement inapte à devenir roi. Et elle le croyait vraiment. Alors qu'en fait, pendant les quelques années, les 9 ans où il va régner sur le plus grand empire de la planète, parce qu'à l'époque l'Angleterre c'est gigantesque, c'est la moitié du globe, j'exagère un peu, à cette époque le roi d'Angleterre va faire beaucoup pour la paix, pour la conciliation, pour la science. C'est un règne très brillant, c'est un règne très prospère, et tant qu'il a été en vie, Édouard VII, il n'a pas été question de guerre. Il meurt en 1910 et 4 ans plus tard, c'est la guerre, c'est l'incendie, c'est la déflagration générale. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous
Nous sommes au cœur de l'histoire d'Édouard VII cet après-midi sur Europe 1. Alors dans un instant, nous parlerons du roi, de celui qui a régné de 1901 à 1910. Nous allons nous intéresser à l'homme maintenant avec votre invité. Franck, vous recevez Stephen Clark. Il est écrivain britannique et francophile. Il est l'auteur d'Édouard VII, un roi anglais made in France, paru chez Albin Michel. Il est également commissaire du Centre culturel de l'Entente cordiale au château d'Ardelot, à Condette, dans le Pas-de-Calais. Musée inspiré par son livre 1000 ans de mésentente cordiale. Oui, tout à fait. Entre Ardelot et Breteuil, nous avons pas mal de sujets à évoquer cet après-midi à propos de l'entente cordiale. Alors Stephen Clark, évidemment, essayons d'abord de cerner la psychologie du personnage. Nous avons vu un père qui était un Allemand très rigide, une mère qui était, elle pas rigide du tout, mais en revanche relativement hypocrite et corsetée dans des idées bien précises. Ce père meurt en 64 alors qu'il a 25 ans, lui, même pas, 23 ans. Edouard, oui, il avait été très jeune, oui, 20 ans même. 23 ans quand son père meurt, oui, c'est ça. Hein. Et donc, à partir du moment... Et Victoria disait que c'était sa faute. Elle disait que c'était la faute d'Edouard. C'est ça. Parce que c'était à l'époque où il y avait un scandale sur Edouard qui avait couché avec une prostituée lorsqu'il était pendant quelques semaines à l'armée. Et ça, Victoria disait... beaucoup contrarié son père. Voilà. Et donc son père... Qui souffrait déjà de fièvre, est allé voir Edouard à Cambridge et ils se sont baladés et Edouard, typiquement, il s'est un peu perdu, ils se sont baladés sous la pluie et Albert est mort après et Victoria disait que c'était la faute de cette vie immorale de son fils Edouard qui avait causé la mort de son Albert chéri. Or, c'est ça, disons-le, Victoria était beaucoup moins une mère qu'une épouse, elle ne s'est jamais remise de la mort du prince Albert et celui qu'elle considérait comme le responsable, doublement responsable de la mort de son cher époux, ne pouvait devenir qu'en quelque sorte sa bête noire. Oui. C'est assez étrange les relations entre cette reine Victoria et ce prince de Galles. Hein, oui, jusqu'à très récemment, il y a toujours une grande distance entre le roi et les reines anglais et leurs enfants, mais là c'était les relations entre l'actuelle reine Elisabeth II et le prince Charles ont l'air quand même plus cordiales. On dit que quand il était jeune, il était un peu ignoré aussi, mais à cette époque aussi se rajoutait ce côté français, parce que en plus Victoria pensait que c'était Napoléon III, les Français, qui avaient provoqué cette immoralité chez son fils. Donc il avait tous les défauts. Tous les défauts. Donc plus il y allait, parce que pour s'échapper de sa mère, plus elle pensait il est moins capable d'être roi, même incapable d'être prince. Elle voulait même pas qu'il s'occupe de quoi que ce soit de sérieux quand il était jeune, ou même quand il était adulte, genre à 40 ans, 50 ans. Elle voulait pas qu'il agisse dans la politique étrangère, tandis que c'était l'homme le plus internationaliste et le plus europhile et francophile de l'Angleterre. Connaissant son Gotha sur le bout des doigts, connaissant la diplomatie et la politique coloniale de chaque puissance d'Europe, c'est-à-dire que c'était quand même quelqu'un d'une très grande culture. Et je voudrais pas qu'on croie qu'il passait son temps à Paris pour aller dans les maisons closes. Il aimait aussi le concert, la peinture, enfin il était dans tous les domaines de la culture aussi. Hein. Oui, c'est ça en fait. Il fréquentait beaucoup de Françaises aussi sur la Côte d'Azur, aussi. Bien sûr. Mais il fréquentait beaucoup à l'époque la politique était bien sûr entièrement masculine et il rencontrait les hommes français de tous les côtés. Et puisque c'était quelqu'un qui croyait vraiment que en fait la vie devait être paisible politiquement pour que l'on puisse s'amuser, pour qu'il puisse aller dans des spas en Allemagne, en République, en Tchéquie, comme c'était à l'époque en Russie. Il fallait la paix internationale. Mais donc, il voulait profondément la paix pour pouvoir s'amuser. Il avait un côté très égoïste. Mais alors, sa pauvre femme quand même, cette pauvre danoise Alexandra. Ils ont fait, à l'époque, les mariages étaient arrangés, ils ont fait leur devoir dynastique, ils ont eu des enfants, il a eu des héritiers, et à partir de ce moment-là, et on disait que il l'a trompé sans cesse en Angleterre et surtout en France, mais il faisait toujours son mieux pour ne pas l'embarrasser. Ça veut dire, il voulait garder ça secret, il faisait ça très discrètement et Je crois qu'il avait une certaine tendresse pour elle. Il avait une grande tendresse pour elle. Il la respecte beaucoup. Seule fois où on l'a vu s'énerver un peu, c'est le matin de son propre sacre, parce que une fois de plus, elle avait 25 minutes de retard. Et ça visiblement, ça l'a beaucoup agacé. Hein. Oui. Mais il était, même quand les gens étaient en retard pour un repas, ça l'énervait aussi. Il était comme ça, mais il avait une grande tendresse pour cette reine avec qui il a partagé toute sa vie adulte. Il s'est marié très jeune, justement, à l'époque. On se mariait jeune
on faisait des enfants et après on était libre. Elle était sourde, il faut dire, la pauvre. Ça devait l'arranger parfois, non? Ah bah oui. Oui, mais elle voyait bien. Voyait bien. Oui. Alors justement, il n'avait pas d'aventure que de ce côté-ci de la Manche. En Angleterre aussi, il avait toutes sortes de maîtresses. Vous racontez des anecdotes terribles. Je pense à l'anecdote des 2 petits poneys blancs là. Oui, c'est ça. Il se rendait visite à une maîtresse et dans le château de cette maîtresse. Et malheureusement, le mari. C'est chez Sir Charles Mordaunt. Voilà. Et Sir Charles est rentré à la maison. Il fallait pas. Parce qu'en fait, souvent, les hommes s'absentaient au moment critique. Puisque des fois, c'est une sorte d'honneur d'avoir le prince de Galles comme l'amant de sa femme, presque. C'est comme Louis XIV qui disait que... Puis c'était un honneur, puis surtout, c'était un gros avantage parce que ça permettait de récupérer toutes sortes de privilèges. Hein. Oui, et d'être en haute société. Donc, Sir Charles entre à la maison. Edward dit bonjour, au revoir. Et Sir Charles va tout de suite prendre son revolver et abattre les 2 poneys qui appartenait à sa femme. Ça ne plairait pas à Anissa. Ah oui, non, elle est horrible cette histoire. À l'époque, les Anglais, ils rigolaient pas. Non. C'est quand même la société victorienne, néanmoins, incontestablement. Fallait être ferme. Voilà. Alors, je me rappelle un extrait de cette très très belle série de Frédéric Mitterrand, Les Aigles foudroyés. Vous savez, où on voit le roi Édouard en train de chasser. Et alors il a des valets d'armes autour de lui qui lui donnent les fusils, ce qui lui permet de tirer jusqu'à 4 et 5 fois par minute. Donc il n'arrête pas en fait, il tire dans tous les sens et on recharge les fusils à sa place. Enfin bon. Et alors il est énorme, il porte sa houppelande là en tweed très célèbre, il a cette barbe d'ogre et on se dit mais est-ce là l'amant de Paris? C'est quand même un drôle de personnage. Et puis il faisait des repas gargantuesques. Oui. Et surtout, il fumait 20 cigarettes et 12 cigares par jour dès sa jeunesse. Donc, il n'a pas dû sentir très très bon non plus. Mais à l'époque, les critères étaient complètement différents. Il était prince, donc forcément, il était attirant. Il avait une sorte de attirance naturelle par son rang. À l'époque, on respectait un peu trop les rangs. Donc, il pouvait être gros, un peu laid, et sentait mauvais, mais c'était un prince. Voilà. Il monte sur le trône au tout début du XXe siècle, 1901, ça ne s'invente pas, et pendant 9 ans, les Anglais vont devoir admettre que finalement, ce drôle de prince de Galles est un excellent roi. Ils vont finir par l'aimer énormément, ce roi, jusqu'à ce qu'il meure prématurément. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire d'Édouard VII, cet homme qui aimait tellement la France pendant qu'il était prince de Galles, mais même après, en 1901, il devient roi d'Angleterre et nous allons parler de cette période-là avec votre invité, Franck. Vous recevez l'écrivain britannique et francophile Stephen Clark. Et oui, et l'on parle en Angleterre, de plus en plus en France aussi d'ailleurs, on parle de l'époque édouardienne pour désigner cette première décennie du XXe siècle, qui est une décennie, en tout cas pour les gens qui en avaient les moyens évidemment, une décennie particulièrement agréable à vivre. C'est la grande époque des garden parties, etc., des thés, bon, il y a une sorte... Moi, j'ai une prédilection toute particulière pour un grand humoriste britannique, Hector Munro, mort hélas pendant la Première Guerre mondiale, et qui a écrit des nouvelles toutes plus drôles les unes que les autres sous le pseudonyme de Saki, S-A-K-I. Et vraiment, si vous voulez passer de bons moments, si vous voulez, vous réchauffer en cette période automnale, parce que le mauvais temps est en train de revenir, lisez Saki et je vous promets des heures merveilleuses. Or, Saki est le grand, avec Rudyard Kipling bien entendu, le grand auteur de l'époque édouardienne. C'est une époque un peu insouciante, un peu naïve aussi, on peut peut-être le dire, Stephen Clark. Maintenant, on dit que c'était une époque naïve, mais à l'époque, c'était une grande époque de la culture britannique. P.G. Wodehouse, peut-être pour moi, le plus comique des écrivains anglais, a commencé à cette époque-là. Et il est toujours resté dans l'époque, en fait. Ses romans ont toujours resté dans cette époque. Edward Elgar, même Beatrix Potter. Elgar, dont on a entendu tout à l'heure des extraits. Toujours le plus grand compositeur anglais aimé par l'Angleterre. Et on dit presque que cette époque était trop naïve, trop se retourner sur elle-même. Il faut dire qu'on sortait d'un demi-siècle, un peu plus même, de règne de la reine Victoria, où on s'était pas trop amusé. Non, moins, disons. Elle était une sorte de...
reine ermite, toujours habillée en noir. Même lors de son jubilé en 97, elle s'est baladée dans une carrosse noire. Oui, noire, et donc justement, Édouard VII, en arrivant... Elle était austère. Hein. Ah oui, et lui, donc Édouard VII était le contraire. Il était arrivé, il portait des vestes rouges, il avait des carrosses en or. Il voulait que vraiment la monarchie, un peu pour redorer le blason de la monarchie, littéralement, il redorait ses carrosses et il voulait donner une monarchie très publique. Et en fait, de nos jours maintenant... Il s'intéresse aux questions sociales, c'est le début des questions sociales en Angleterre. Oui. Alors modérément, hein, on est en 1900, mais enfin quand même. Oui, mais il ouvrait des hôpitaux pour les pauvres et tout ça. Il voulait vraiment être le roi du peuple. Et vraiment, la monarchie de nos jours tient ses leçons de lui. Édouard VII, cette proximité, beaucoup de processions, d'uniformes, de célébrations, comme si la monarchie avait une sorte de devoir d'être décorative aussi. C'est ça, il y a cette dimension incontestable. Ouais. Et puis, sur un plan politique, c'est un roi. On sait que le roi d'Angleterre n'a pas de pouvoir officiel, mais il a un très très grand pouvoir d'influence, surtout à une époque où tous les rois et empereurs d'Europe, à l'exception de cette République française, qui est un peu le vilain petit canard dans le milieu, mais tous les pays d'Europe sont des monarchies, et les rois et les empereurs sont ses cousins. Oui. Et notamment l'empereur d'Allemagne, le terrible Guillaume II, qui est son neveu. Donc ça aide quand même. Et ça aussi était son neveu. Oui, on disait que Édouard VII, c'était le seul homme qui puisse calmer un peu le Kaiser, qui était vraiment presque littéralement fou. Faut dire. Le Kaiser a débarqué au Maroc en 1906 pour annoncer qu'il soutenait les indépendantistes contre la France. Il voulait provoquer une guerre. Et Édouard VII pouvait littéralement aller chez lui, fumer les cigares et dire « Mais tu te souviens pas de ta grand-mère Victoria qui était dans tes bras juste avant sa mort ?» Il jouait la carte familiale. Ça calmait il jouait la carte Kaiser. Familiale. Ouais. Et l'histoire était très personnelle à l'époque. Vous dites que le tsar était son neveu, en effet, puisqu'il se trouve que la mère du tsar, Maria Fyodorovna, était la sœur d'Alexandra, donc était la belle-sœur du roi d'Angleterre, était la belle-sœur d'Édouard VII. Donc tous ces gens se connaissaient très bien. Ils passaient Noël ensemble, pour parler clairement. Donc ça aidait pour la paix de l'Europe. Que s'est-il passé ? Est-ce que, d'après vous, le roi Édouard aurait pu faire encore davantage pour la paix ? Non, je pense pas. Déjà, si l'entente cordiale a été signée en 1904, c'est l'entente avec la France. Oui, c'est presque grâce à lui tout seul, parce qu'en 1903, quand il est venu à Paris, les choses allaient très mal à cause de Fachoda et le début de la visite, c'est terrible, parce que le gouvernement de la République française était très inquiet de l'accueil que la population parisienne allait réserver à ce roi qui était, aux yeux des Français, le roi de Fachoda, c'est-à-dire ce grand conflit en Afrique pour des raisons coloniales. Le capitaine Marchand était rentré bredouille et il avait dû céder la place aux Anglais à Fachoda. Et donc, on avait très peur de la réaction. Et effectivement, lorsqu'il arrive au tout début de la visite, c'est le silence qui l'accueille. Ce sont des visages fermés. Et puis petit à petit, en l'espace d'une seule visite officielle, d'État, il faut dire, il va retourner la capitale et à la fin, on l'acclame jusqu'à son bateau. Et c'était vraiment sa personnalité. Le soir de son arrivée, il est allé au théâtre. Il a rencontré, comme par hasard, une de ses anciennes amies et actrices françaises, Jeanne Garnier, et il lui a dit « Vous représentez pour moi toute la grâce et la noblesse de la France que j'ai toujours aimée. » Une citation comme ça que j'ai mis dans le livre. Et il savait très bien qu'il était entouré par des journalistes et tout ça, et ça a été repris le lendemain dans tous les journaux. Et soudain, grâce à sa personnalité, les rapports franco-britanniques ont changé. C'était assez magique, mais c'était sa puissance personnelle. Grâce à cette francophilie qui était assez unique en Angleterre à l'époque, il a vraiment changé la politique européenne. Et il a beaucoup assoupli ce début de XXe siècle. Alors il y a eu la canonnière d'Agadir, il y a eu les crises franco-allemandes à répétition, mais globalement, il a permis de maintenir une certaine courtoisie entre les cours et une certaine paix entre les peuples. Il était vraiment le roi de la paix. Et d'ailleurs, au moment où il meurt, Poincaré dit « L'homme qui garantissait la paix en Europe est mort, maintenant il y aura la guerre ». C'est le président français qui dit ça. Oui, c'est très émouvant. J'ai trouvé ce discours dans un journal cannois, parce que ça a été donné en 1912 quand on a inauguré une statue de Édouard VII sur le front de mer à Cannes, et Poincaré a donné un discours très émouvant en vraiment rendant hommage
à ce roi anglais, homme de la paix. Et son discours était beaucoup plus chaleureux que le discours des Anglais à cette époque. On voyait vraiment quelle importance Édouard VII avait pour la France et aussi pour l'Europe. Et même les Anglais ne savaient pas l'apprécier, en fait. Édouard VII, un roi anglais made in France de Stephen Clark est publié chez Albin Michel. Dans un instant, vous allez nous parler un peu d'Ardelot et nous irons nous promener du côté de Breteuil avec Vanessa Za. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et tous les jours sur Europe 1, nous vous proposons d'aller là où l'histoire s'est faite. Et quand on parle d'Édouard VII, eh bien, on va aller un petit peu en Picardie et dans la vallée de Chevreuse. Nous allons découvrir le château de Breteuil et celui d'Ardelot avec, bien sûr, Stephen Clark, écrivain britannique et francophile qui reste avec nous, et Vanessa Za, chroniqueuse tourisme et culturel patrimoine sur Europe 1 tous les week-ends avec Sébastien Guyot. Il faut dire, Stephen Clark, qu'en tant qu'auteur de 1000 ans de mésentente cordiale, cette histoire anglo-française revue par un roast beef, comme vous l'aviez titré à l'époque, vous êtes commissaire du Centre culturel de l'entente cordiale au château d'Ardelot. Oui, on est à Condette, là, dans le Pas-de-Calais. Oui, ça peut sembler une contradiction, mais en fait, ce livre, 1000 ans de mésentente cordiale, c'est une sorte de lettre d'excuse pour toutes les horreurs que mes ancêtres ont fait envers la France. Donc, c'est bien de le reconnaître. Oui, c'est bien ça. Bah oui, c'est fair play. Dans le livre, c'est ça. C'était notre sport préféré, avant Édouard VII, justement. C'est ça. Et donc, le château d'Ardelot, c'est un petit château qui est en une sorte de mini-maison, mini-château anglais, collé sur un château médiéval français. On n'aurait pas le permis de construire de nos jours, du 19e siècle. Non, mais c'est charmant en même temps. Ça fait un ensemble magnifique. C'est très charmant. Et dedans, vous entrez, vous êtes chez Guillaume le Conquérant. C'est ça. Et vous traversez le château avec de très beaux meubles et des œuvres d'art qu'ils ont trouvées parfois au Louvre et dans d'autres musées. Maintenant, c'est un musée qui représente ce voyage à travers l'histoire vers l'histoire franco-britannique et qui arrive donc à l'entente cordiale et au tunnel sur la Manche qui est juste à côté. Et donc, au Brexit maintenant? Non, ça n'a encore pas ça. Il ne faut pas en parler. Justement, on parle d'Édouard VII, le francophile, l'europhile, et mes compatriotes ont fait la bêtise de contredire tout ce qu'il a fait lui. Et ça me désespère un peu. Mais justement, oui, moi je suis pour l'entente cordiale et il y a 52% de mes compatriotes qui ont voté pour le contraire. C'est terrible. Alors cette entente cordiale, elle était née en fait bien avant 1904, puisque plus de 20 ans auparavant, dès 1881, il y avait eu cette rencontre dont vous parlez avec Gambetta au château de Breteuil. Et quand on va à Breteuil, on tombe sur Édouard VII, chère Vanessa. On tombe sur Édouard VII, écoutez. My dear Breteuil, merci d'avoir permis cette rencontre avec Mr. le Président Gambetta. Nous avons tant de choses à nous dire. Alors on est dans la salle du fumoir, là, cette fameuse salle où se sont donc réunis Henri de Breteuil. Non, je pense pas. Non, c'est pas vous, Stéphane, qui avez joué le... Non, le grammaire est trop correct. Et donc c'est dans cette salle du fumoir que se sont donc réunis Léon Gambetta et puis Henri de Breteuil. Ils ont donc posé, comme vous avez dit, les prémices de cette entente cordiale. Donc là, on est en mars 81. Donc ils ont reconstitué avec en effet des poupées de cire, en fait des personnages de cire. Donc les trois protagonistes. Il reconstitue aussi depuis l'année dernière une fête justement pour célébrer cette entente cordiale, une journée belle époque en costume avec les voitures de l'époque, et donc il ne faudra pas la rater l'année prochaine en général, donc c'est au mois de juin. Voilà. Un baron de Breteuil a été ministre de Louis XIV, un marquis de Breteuil ministre de Louis XV, un autre Breteuil ministre de Louis XVI. En fait, c'est une famille de grands serviteurs de l'État, ces Breteuil, disons-le. Exactement, des financiers. Il y en a qui, en effet, étaient ministres de la Maison du Roi. Le fameux, en fait, ministre à qui l'on doit d'ailleurs la fameuse avenue de Breteuil. La fameuse avenue de Breteuil que tout le monde connaît, qui est séparée par ce terre-plein avec... Il a créé donc une avenue montante et une avenue descendante, ce qui était une nouveauté donc pour l'époque. Et donc on peut découvrir donc toute la galerie justement de ces grands personnages, de ces figures. Le château de Breteuil, évidemment. Alors tout le rez-de-chaussée sert souvent à des tournages de télévision et de cinéma, en fait. Notamment les Guignols, disons-le, les Guignols de l'info de Canal+ ont souvent été tournés au château de Breteuil. Et puis tout le premier étage et les salons nobles, tout ce qu'il y a de
d'historique est habité par des personnages de cire. Et donc on revit l'histoire du collier de la reine, on revit l'entente cordiale, bien entendu. Aussi. Et puis, Proust aussi. Proust, Marcel Proust, qui est venu, qui a sa chambre, Marcel d'ailleurs, et là il est assis sur son lit, Marcel Proust, qui justement s'était inspiré d'Henri de Breteuil pour créer son personnage d'Hannibal, donc de Bréauté, les mêmes initiales, hein, HB, voilà. Et puis donc ce Marcel Proust est dans une chambre donc de Lac, et donc il fait partie en effet de cette collection dont vous parlez. Il y a aussi quand même une femme extraordinaire. Alors oui, bien sûr. Oui, il ne faut pas l'oublier, la future marquise du Châtelet, qui était née Breteuil, hein, Gabrielle Émilie de Breteuil. C'était la lumière de Breteuil, ça a été la grande muse évidemment de Voltaire. Et puis les personnages de Charles Perrault qui font partie. Évidemment, puisque Charles Perrault a travaillé avec donc le ministre Louis de Breteuil. Ils se sont liés d'amitié, et pour lui faire hommage, on a créé de nombreuses salles pour faire revivre les grandes histoires de Charles Perrault. Des billets jumelés Breteuil Ardelot. Ce serait toute la route de l'entente cordiale. D'ailleurs, nous restons dans l'entente cordiale dans un instant avec Lorena. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Vous êtes tout près de Breteuil, vous aussi. Oui, tout près de Breteuil, toujours en vallée de Chevreuse, dans cette belle forêt domaniale de Rambouillet. Et je vous emmène à l'abbaye des Vaux de Cernay. Les beaux vestiges en fait de cette abbaye, donc du XIIe siècle, sont en plein champ, en lisière de forêt. Elle a été fondée en 1118 par un groupe de moines venus de l'abbaye de Savigny, rattaché ensuite à l'ordre des cisterciens. Ensuite, sous la Révolution, bien sûr, les moines seront chassés. Ça deviendra des carrières de pierre. Et c'est au XIXe siècle en fait que la baronne Nathaniel de Rothschild acquiert le parc, s'occupe du domaine, le restaure, et l'abbaye est donc préservée. Et c'est finalement en 1988 que Philippe Savary, fondateur et président des hôtels particuliers, rachète ce domaine et le transforme en hôtel et restaurant. C'est une sorte de resort hôtelier, disons. Exactement. C'est un endroit très, très spectaculaire. Spectaculaire, l'abbaye se visite, il y a même des visites guidées avec des conférencières le dimanche. On peut voir l'ancien cloître, la salle des moines, et la plupart des chambres en fait donnent sur le parc, l'étang ou les ruines de l'abbatiale. Il y a même une suite de la Baronne avec les murs recouverts de boiseries qui datent de l'époque des Rothschild. Un festival musical des Vaux de Cernay, ça c'est bientôt là, c'est le 14 octobre. C'est le 14 octobre, il y aura un concert dans la grande salle des moines et un cocktail dînatoire au salon des chasses. Voilà, et puis un petit clin d'œil évidemment à Macha Merrill et à Michel Legrand qui se sont mariés là à l'abbaye des Vaux de Cernay il y a déjà 2 ans si je ne m'abuse. Merci beaucoup Lorena. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Demain, à 14h, et nous ferons une plongée au cœur de l'histoire du Japon médiéval. Demain. Ah oui, ça va être un moment avec Didier Decoing. Nous allons aller dans ce XIIe siècle japonais, dépaysement garanti.